En manchette ce soir, comment la fonderie Horn va-t-elle respecter l'entente avec Québec? Glencore s'explique sur ses rejets d'arsenic en 2023. Les équipes sont mobilisées et c'est certain qu'on sera sous le 45 nanogrammes par mètre cube pour les 3 années à venir. Ouverture reportée de la Maison des aînés de Val-d'Or. Et le centre de service scolaire du lac Témiscamingue rend hommage à un de ses bâtisseurs. Une de ses convictions les plus profondes, c'était que le Témiscamingue était capable d'être autonome, qu'il pouvait avoir sa propre gouvernance, et Dieu sait que l'histoire aura été en sa faveur. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. La fonderie Horn a réussi à franchir un premier pas dans la bonne direction quant au rejet d'arsenic dans l'air. Entre 2023 et 2024, l'usine a respecté la cible fixée par le gouvernement, qu'Emilia La Liberté. 45 nanogrammes par mètre cube, c'est la moyenne annuelle d'arsenic qui a été rejetée dans l'air ambiant à la station légale Horn en 2023 à Rouyn-Noranda. Une concentration 15 fois plus élevée que la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. Glencore rassure et s'engage à respecter sa cible pour les 3 prochaines années. La majorité des projets transitoires et d'optimisation ont été complétés. On en a encore quelques-uns qui s'en viennent. Je dis qu'on travaille fort pour poursuivre cette baisse au niveau des émissions et donc de la concentration d'air ambiant. On n'a pas seulement l'arsenic à suivre, mais on a le cadmium, le plomb ainsi que plusieurs autres paramètres. Donc pour l'ensemble des paramètres, toutes les cibles ont été atteintes cette année. Et pour l'arsenic, cadmium et plomb, qui vont avoir des cibles qui vont baisser pour les 3 prochaines années, on est confiant en fait de respecter ces limites-là pour les prochaines années. La fonderie Horn assure qu'il y a des avancées dans le projet de modernisation Aeris qui devrait réduire les émissions d'arsenic pour 84 du périmètre urbain. Au début du mois, le 8 avril dernier, on a annoncé le passage à l'étape de faisabilité pour le projet. Donc présentement, d'un côté, on poursuit les études d'ingénierie, donc pour définir concrètement exactement la position, la localisation des équipements et tous les services qui sont requis pour faire fonctionner l'usine d'une façon efficace et sécuritaire. Puis d'un autre côté, on a différents travaux en cours au chantier, donc sur le site, pour se préparer à cette construction-là. La porte-parole du comité arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda admet que Glencore fait preuve de transparence en dévoilant et expliquant ces données, mais que le processus de réduction d'émissions demeure encore trop long. On espère que le gouvernement va profiter de cette baisse rapide qui s'est faite avec peu d'action, peu d'énergie pour exiger davantage parce que c'est possible de revoir l'autorisation et de demander des réductions plus importantes. Alors, nous, ce qu'on peut souhaiter, c'est que pour l'année prochaine, on demande le 15, là, tout de suite. Là. La population de Rouyn-Noranda est d'ailleurs conviée par la fonderie Horn à une séance d'information sur le projet de modernisation Aeris qui aura lieu au milieu du mois de mai. Emilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Et d'ailleurs, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, salue les avancées de la fonderie Horn quant au respect des cibles fixées par le gouvernement pour le rejet d'arsenic dans l'air. Elle se dit confiante que Glencore parviendra à diminuer ses émissions pour ce polluant à 15 nanogrammes par mètre cube d'ici 2027. Et d'ici là, pour l'élu, il est important de prendre en compte chacun des impacts de l'usine sur la ville. Oui, la priorité, c'est la santé, le bien-être de nos gens. On veut donner aussi, redorer l'image de Rouyn-Noranda. Vraiment, on veut changer le visage de Rouyn-Noranda. Donc, le plan de valorisation demeure d'une importance capitale, qu'on pense à la décontamination, qu'on pense à tout le volet de la réhabilitation du lac Ossico, la zone d'innovation minière. L'entreprise Glencore continue d'ailleurs son processus d'achat de maisons de la zone tampon dans le quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda. Il faut le rappeler que l'an dernier, le gouvernement avait imposé à la multinationale de faire l'acquisition de 82 propriétés. Et à ce jour, la compagnie détient maintenant 17 de ces habitations, soit 20% de la cible. Dans le cadre du plan d'action gouvernemental, le Glencore est responsable de l'acquisition, démolition et l'aménagement du secteur. Actuellement, on a 17 propriétés sur 82 qui sont la propriété de Glencore et on en a plusieurs qui sont prévus de faire l'acquisition dans les prochaines semaines. Dans le secteur minier maintenant, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda réaffirme son soutien indéfectible au projet de la zone d'innovation minière. L'organisation croit que le gouvernement doit reconnaître l'apport stratégique de ce projet pour la région, mais aussi sur l'ensemble du Québec.
La CCIRN est convaincue que le projet propulsera l'économie et réduira l'empreinte carbone de l'industrie minière. On rappelle aussi que lors de l'étude des crédits budgétaires du ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministre Pierre Fitzgibbon avait affirmé ne pas avoir la nécessité que le secteur minier est une zone d'innovation. Mais de son côté, le Parti libéral du Québec déplore l'incertitude qui plane encore autour de la certification de la zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda par le gouvernement Legault. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, Frédéric Beauchemin, est plutôt d'avis que la position du ministre Fitzgibbon est incompréhensible alors que la ville a un historique minier. Une zone d'innovation pour la région est donc incontournable pour la recherche mondiale de minéraux stratégiques selon le PLQ. Bon, on va à Val-d'Or maintenant puisque l'ouverture de la Maison des aînés et alternative n'aura finalement pas lieu cet été comme c'était prévu. Dans une note interne envoyée plus tôt aujourd'hui au personnel et médecins et qu'on a eu comme copie, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue divisait désormais l'accueil des premiers bénéficiaires pour l'automne prochain. Et selon l'établissement, ce sera en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte plusieurs types d'emplois, dont le personnel infirmier et les préposés aux bénéficiaires. Le CISAT tient à rappeler que cette nouvelle installation demeure une priorité et souligne aussi le travail des équipes concernées. Donc toujours en santé, le déficit du CISAT s'élève à près de 95 millions de dollars pour l'année 2023. La main-d'œuvre indépendante est la cause principale de ces dépassements de coûts. La PDG de l'organisation, Caroline Roy, note également un certain décalage entre les responsabilités imposées par le ministère et les moyens pour les combler. Et à cet effet, selon elle, l'arrivée de Santé Québec pourrait devenir une opportunité d'arrimer la réalité du gouvernement et des directions régionales. Je pense que la transition de Santé Québec va permettre ou va offrir des opportunités de revoir certaines responsabilités entre le ministère, avec Santé Québec, avec les organisations, des opportunités de mieux probablement coordonner le réseau. On sait que c'est un des objectifs de cette nouvelle loi puis de cette orientation du ministre. Pour la santé et services sociaux, ça signifie beaucoup de recours à la main-d'œuvre indépendante, des coûts qui ont augmenté de façon incroyable dans les dernières années. Notre déficit en témoigne. Donc, ce sera le premier élément qu'on va vouloir faire, c'est-à-dire présenter notre réalité, nos enjeux, puis oui, espérer à travers Santé Québec qu'on puisse trouver de nouveaux leviers, de nouvelles solutions pour faire face à ce défi-là. Dans les faits divers maintenant, une collision sur la route 117 a fait 2 blessés ce matin vers 5h15. Selon la Sûreté du Québec, un véhicule aurait tourné à gauche sur la route 395 et a frappé un autre véhicule qui roulait en sens inverse. Les autorités ont dû même utiliser des pinces de désincarcération pour sortir les 2 conducteurs de leurs voitures respectives. Et toujours selon la SQ, on ne craint pas pour leur vie, mais ils ont tout de même été transportés dans un centre hospitalier. On fait maintenant une petite mise à jour sur la municipalité de Pressac qui souhaite mettre en place une circulation en alternance sur le chemin des pêcheurs entre le chemin du Cap et le chemin des Boisés. La municipalité a annoncé que les travaux ont commencé hier et devraient durer 2 jours au total. Et on rappelle qu'aucun accès au chantier ne va être autorisé pendant les travaux, mais un détour est prévu à la traverse de la Motte. En éducation, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affirme que la première offre gouvernementale dans le cadre des négociations n'est pas à la hauteur des attentes. 6 mois après le dépôt des demandes syndicales, la FIPEC-CSQ est déçue de constater que la première offre contient plusieurs demandes qui font reculer leur cause. Le gouvernement souhaite notamment réduire l'accès à différents recours en cas d'erreur administrative commise par le gouvernement. Au niveau du normatif, on n'a pas écouté nos demandes qui sont en lien avec les poupons, les enfants à besoins particuliers, en lien avec créer plus de place sur le terrain. Mais par contre, on nous enlève des droits normatifs comme notre 85 $ qu'on a présentement annuellement pour se former. La seule chose qu'on a, c'est des pertes et une première offre monétaire qui ne regarde même pas l'inflation alimentaire et qu'on est vraiment en bas là, des besoins du réseau pour attirer de la relève, mais maintenir nos responsables en milieu familial. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que le gouvernement du Québec est un bon employeur ?»
Vous avez répondu non à 54 %. L'édifice Bruyère à Ville-Marie, qui abrite les bureaux administratifs du Centre de services scolaires du lac Témiscamingue, change de nom pour l'édifice Luc Bergeron. Il a été un pilier pour le développement de l'éducation au Témiscamingue. Anthony Dallaire s'est entretenu justement avec sa fille Marie-Luce Bergeron. Qu'est-ce que ça vous fait justement de savoir que l'édifice du Bruyère là, va pouvoir porter le nom de votre père à son honneur? Ben, c'est sûr que c'est un grand plaisir pour moi, mais pour les 5 enfants que nous sommes, hein, parce que nous sommes 5 enfants à porter fièrement son nom et évidemment et à tenter de poursuivre ce qu'il nous a légué. Donc, c'est une grande fierté pour nous, mais je pense que ça peut être aussi une grande fierté qu'on partage avec l'ensemble du Témiscamingue aujourd'hui. C'était quelqu'un aussi qui savait très bien s'entourer. Donc, il était bien entouré, mon père, au fil des années, mais c'était lui qui avait le courage. C'était lui qui démarrait les projets. Autant lorsqu'il a été, parce qu'on sait qu'il a été le premier directeur général fondateur de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, mais comme directeur d'école, c'était quelqu'un de très courageux qui mettait en place beaucoup de projets dans ses écoles. C'est lui aussi qui a été le premier directeur fondateur du service d'éducation des adultes. Vous imaginez, dans les années 60, il n'y avait aucun service d'éducation des adultes. Et lorsqu'on a demandé ça à mon père, qui était déjà à temps plein dans une école, il était déjà directeur à temps plein dans une école secondaire, on lui a dit démarre un service d'éducation des adultes. Et en moins d'un an, il y avait plus de 1000 élèves au sein de l'éducation des adultes qui travaillaient à terminer leur 5e secondaire à ce moment-là. C'est quoi son legs le plus important selon vous? Mon père aurait eu accès à des postes au ministère de l'Éducation. Il a été interpellé pour aller à Québec, pour aller ailleurs, mais il croyait tellement au développement de sa région, puis il voyait tellement que tout était à faire, tout était à développer, je crois qu'il ne se serait pas senti bien d'aller ailleurs. Donc, je pense que son legs, c'est croyons en notre région, croyons en notre autonomie. Et si on y va plus au cœur au niveau de l'éducation, croyons en l'élève. Je pense que c'est le lait qui nous laisse. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, c'est Jérémy Dufrima. Reste à l'écoute. Dans quelques minutes, on vous fait le dévoilement de la programmation. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le week-end dernier qu'a eu lieu le tournoi de hockey de la foire du camionneur de Barrault. 18 équipes totalisant 250 joueurs de partout en région se sont affrontées lors du traditionnel tournoi de fin de saison. Une quinzaine de bénévoles ont contribué à la réussite de l'événement. Les profits engendrés grâce à la foire du camionneur seront directement versés à des organismes de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La MRC d'Abitibi investit 150 000 $ dans l'industrie touristique. 14 projets ont été sélectionnés, dont le dispensaire de la garde à la corde, la valorisation du métier d'art avec la joaillerie Scaro ou encore le chalet d'accueil de Saint-Mathieu d'Aricana. Et le but est de faire dynamiser l'industrie sur son territoire, mais aussi de renforcer l'attrait de la région. L'opération Enfant Soleil a annoncé hier qu'au cours de l'année, 5 projets seront implantés en Abitibi-Témiscamingue et Kimberly Hall a pu justement discuter avec les parents de l'Enfant Soleil de la région, le jeune Thomas qui est originaire de Rivière-Éva et qui a bénéficié de ces projets. Je dirais que la grosse impact Enfant Soleil sur nos vies, c'est Thomas à part entière parce que Enfant Soleil fait partie d'une des raisons qu'on est avec lui aujourd'hui à la maison, c'est qu'on est capable de poursuivre son chemin à lui. On a eu affaire, en fait, parce que Thomas a bénéficié d'appareils que Opération Enfant Soleil a financé, tant à Sainte-Justine qu'à l'hôpital de Rouyn-Noranda quand on était hospitalisés. Donc, c'est de là qu'on a connu Enfant Soleil là, par les appareils qui étaient financés, qui ont pu aider là, à Thomas dans son développement dans ses premiers mois de vie. Puis là, on est ambassadeur
pour cette année pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est très, très heureux de ça. Et justement, expliquez-moi un peu, c'est quoi l'état de santé de Thomas actuellement? Actuellement, il est stable. Il a besoin d'oxygène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est quand même lié à sa condition initiale d'une hernie diaphragmatique, que ça a comprimé ses poumons et son cœur. Donc, il est stable dans sa situation actuelle. Il est là avec nous, puis c'est ce qu'on est content de dire, là. Ouais. Avec ses poumons malades, Thomas il est toujours très fragile à tous les virus qu'il peut courir. Est-ce qu'on peut dire que sans l'opération Enfant Soleil, ça serait beaucoup plus difficile, votre situation aujourd'hui? Oui, vraiment. Effectivement. Puis, Enfant Soleil est venu aider beaucoup, aide toutes les régions, mais pour nous, pour en Abitibi-Témiscamingue, ça permet d'avoir des soins de proximité, des soins de qualité, puis de permettre de revenir plus rapidement ici en région que de rester à Montréal, puisqu'ils ont des équipements adaptés là, aux différentes situations, dont Thomas avait besoin d'appareils respiratoires que Rouyn-Noranda a pu avoir là, grâce au financement d'Enfant Soleil. Et on invite les gens à continuer de faire des dons pour aider, puis on sait que les dons, ils viennent aussi avoir des impacts directement ici en région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est cet après-midi à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or qu'a eu lieu le grand dévoilement de la 19e édition du FRIMA 2024. Oui, le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue a lancé sa programmation, Mélissa. L'événement va se dérouler du 25 au 27 juillet prochain, ici même sur le site de la Cité de l'Art de Val-d'Or. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas le FRIMA, écoutez, l'événement a pour mission de donner une vitrine aux artistes de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également du nord du Québec. Les festivaliers auront droit à 3 jours de spectacle dans un contexte très festif et chaleureux. Et cette année, je peux vous confirmer qu'on a mis la barre haute. Voici ce qu'on vous réserve. Oui, bien, la programmation est pas mal dans la même lignée que celle de l'année passée. Donc, vraiment, là, des artistes, des têtes d'affiche qui sont un peu là, éclatées, là, avec des styles différents. Fait qu'on on parle de Carquois, Philippe Braque, on a les Sœurs Boulay qui vont vraiment attirer beaucoup de gens. Mais on a aussi beaucoup d'artistes à découvrir. On a Lost, qui est un rappeur qui explose là, au niveau québécois présentement. On a Princesse qui a gagné le concours Frima là, au Francouverte, qu'on est vraiment content de les accueillir. Puis Lydia Kepinski qui va vraiment closer le festival. Là, fait que ça, on est vraiment content de l'avoir également. En plus de nos artistes de la relève, c'est un peu notre mission principale au Frima. Qui font, des artistes d'ici qui vont jouer juste avant Carquois. Là, ça va avoir une expérience incroyable. Puis aussi nos 5 à 7, là, on a 5 artistes ou bands là, qui viennent de la région ou au niveau local ou régional. Là. Donc, on est vraiment fiers de notre programmation. Je pense que ça va vraiment plaire à la population. Et comment ça marche exactement pour la vente des fameux billets très attendus? Oui, bien, la vente des billets est lancée. Donc, on invite vraiment la population à venir chercher leurs billets. Présentement, jusqu'au mois de juillet, on a des tarifs là, en spécial. Donc, c'est vraiment pas cher si on se compare au niveau québécois. Là, on est vraiment fiers d'offrir ça, que ça soit accessible à la population. On a des passeports aussi pour le week-end. C'est encore plus avantageux que par soir. On invite à se lancer là-dessus. C'est des quantités limitées. Fait que, premier arrivé, premier servi. Et c'est ce soir au Cinéma Amos qui est présenté la grande première médiatique de Amos vous raconte les coulisses d'une décennie d'histoire qui porte sur les 10 années de production du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire qui a été offert de 2012 à 2022. Le film produit par Production du Raccourci a pour mission d'immortaliser le spectacle conçu par Véronique Filion et Bruno Turcotte. Il sera offert au grand public le 3 mai au Cinéma Amos. On a très, très hâte de vous y voir. Bien, premièrement, c'est une première médiatique, donc on présente pour la première fois ce film-là de façon officielle. On peut s'attendre, c'est un documentaire. C'est un documentaire de 42 minutes qui a été produit par les Productions du Raccourci et réalisé par Marc-André Jaudoin et Michel Baudouin. Et on va plonger, dans le fond, dans les racines du spectacle. Amos vous raconte son histoire. Donc, le pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui a motivé les Productions du Raccourci à réaliser ce spectacle-là en premier lieu. Ensuite, tout l'impact que ça a eu sur la communauté, l'impact que ça a eu sur les comédiens, des gens qui étaient amateurs ou même zéro comédiens qui ont décidé de plonger dans cette aventure-là avec nous.
également sur la communauté touristique, la communauté des affaires, le rayonnement d'Amos et de l'Abitibi aussi, au niveau régional et provincial. Et enfin, on plonge aussi, il y a un petit côté ludique dans ce film-là, c'est pas que de l'information. Donc, on va connaître un peu plus les personnages, on s'amuse un peu, les personnages qu'on a connus dans le circuit. Mais on racontera pas le spectacle. On va vraiment raconter qu'est-ce qui a motivé, c'est quoi les motivations de toute une communauté, l'impact que ça a eu sur cette belle communauté-là. Et enfin, on laisse sur une ouverture vers l'avenir, c'est quoi comment on peut s'inspirer de notre patrimoine dans nos communautés, partout dans le monde, s'inspirer du patrimoine humain, savoir d'où l'on vient et présenter ça à nos citoyens pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça dans l'avenir, mettre la culture de l'avant. Donc, c'est vraiment ça l'impact que ça a eu à Moi je vous raconte. Donc, c'est ça qu'on va découvrir dans le film. Après la pause, on va parler de la loterie de la LHMQ et les foreurs pourraient repêcher les 2 tout premiers choix. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est ce soir que se tient la loterie de la LHMQ pour déterminer les rangs de repêchage des équipes. Et si la tendance se maintient, les foreurs pourraient très bien repêcher les 2 tout premiers choix avec leur propre choix et celui des Remparts qui ont fini avant-dernier au classement. Et à noter qu'aucun joueur n'est pour le moment pressenti comme le premier choix unanime par les experts. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, la pluie s'invite pour les prochains jours. Oui, on va pouvoir profiter du soleil demain pour le restant de la fin de semaine. Eh bien, ce sont des averses. En ce qui a trait ce soir et cette nuit pour l'ensemble des secteurs, ça se dégage. On parle d'un minimum de moins 5 degrés pour le nord et pour le sud. Pour demain, pour l'Abitibi, c'est du soleil avec un maximum de 13 degrés. Pour le Témiscamingue, on a un maximum de 12 degrés, toujours sous le soleil. Et un aperçu maintenant pour samedi, ce sont des averses pour le nord et le sud avec un maximum de 11 degrés. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Et je termine avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable qui informe que la route 395 Nord sera de nouveau fermée à la circulation entre le 29 avril et le 15 mai pour les travaux de reconstruction du ponceau. D'ailleurs, un détour est prévu via la route 111 et le chemin Croteau. Sur ce, bonne soirée et à demain.